C'est pas facile de s'en faire. Bien, je suis très heureux de participer à cette première conférence internationale sur la justice organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, organisée par le ministère de la Justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la présidence du ministère public. Cette conférence est en quelque sorte le point d'orgue d'un important programme de coopération qui avait été financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la CEPEJ, la Commission pour l'efficacité de la justice pénale du Conseil de l'Europe. Et cette session, maintenant, a pour thème, et je serai bref compte tenu de l'heure, et en essayant de ne pas parler trop vite pour les traducteurs derrière qui n'ont pas mon texte, le thème choisi pour cette session, l'indépendance du ministère public, est un sujet d'une actualité brûlante dans de très nombreux pays, y compris la France à l'heure actuelle. C'est un sujet de débat, doctrinaux ou politiques, souvent très vif. C'est un sujet fondamental au regard de l'évolution des standards internationaux de la procédure pénale et de ce que l'on pourrait appeler la juridictionnalisation de l'enquête pénale. Mais c'est aussi, pour les praticiens que nous sommes ou que nous avons été, un combat permanent à mener pour les justiciables et pour que les justiciables aient confiance dans la justice de leur pays et dans une justice indépendante et impartiale. Car la question de l'impartialité du ministère public est au cœur de la réflexion sur l'indépendance du ministère public. Un bref éclairage de droit comparé, mais très bref. 2 études que je vais vous rappeler. Il y a peu de temps, il y a eu une étude doctrinale de l'école doctorante de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, avec, sous la houlette du professeur Lazerge, criminologue très connu, et qui avait examiné les parquets dans 10 pays, dont 5 de l'Union européenne. Et cette étude doctorante, qui a été publiée sous le titre « Figure du parquet » avec une introduction du professeur Lazerge, tirait 3 constats de ces diverses investigations. La première, c'est que dans tous les pays, il est nécessaire d'avoir un ministère public. Quel que soit le système de droit ou le système de procédure, le parquet s'est imposé comme une institution indispensable à l'équilibre du procès pénal. Les parquets ont tous, outre la fonction de garantir les libertés individuelles, de protéger les intérêts fondamentaux de l'État avec le déclenchement de l'action publique et l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire une action d'intérêt général. Deuxième constat de cette étude, c'est qu'il y a un accroissement considérable des missions du ministère public dans différents pays. Malgré la diversité des statuts et des fonctions, l'école doctorante de Paris-Panthéon-Sorbonne a constaté une tendance lourde à l'accroissement des missions du parquet, jusqu'à lui confier ce que d'aucuns appellent des fonctions de quasi-juge ou de premier juge. Et à cet égard d'ailleurs, la France est bien placée d'une certaine manière parce qu'elle est considérée comme le pays dont la charge de travail des procureurs est le plus lourd. Troisième constat de cette étude, c'est que la grande variété des statuts des ministères publics, ce que l'appellent les figures du parquet, l'éparpillement des figures du parquet, c'est très différent. Mais ce que l'on peut retenir de cette étude importante, c'est que les fonctions du ministère public sont similaires, essentielles, nécessaires et de plus en plus lourdes. Deuxième éclairage de droit comparé, c'est un rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice pénale de 2010, publié sous le titre « Les systèmes judiciaires en Europe » et sous la présidence de M. Jean-Paul Jean. Un groupe d'experts a examiné les systèmes judiciaires et notamment les ministères publics de 45 pays du Conseil de l'Europe sur les 47. Quels constats en ont-ils tiré? 2 presque identiques à celui de l'autre étude. D'abord, un accroissement considérable des missions du ministère public dans les différents pays.
Deuxième constat, l'impact important en Europe de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour qui la question fondamentale des garanties statutaires du ministère public est nécessaire pour assurer l'impartialité des membres du parquet. Donc l'impartialité, nous sommes vraiment au cœur du débat qui se pose. Le Conseil d'Europe l'avait dit d'ailleurs dans une recommandation adoptée le 6 octobre 2000. Et dans cette recommandation, le principe numéro 72 précisait « Le magistrat du ministère public doit agir de manière impartiale et objective ». Cela a été repris en droit français il y a peu de temps, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, avec la loi du 25 juillet 2013, où on indique que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. Alors, comment assurer cette impartialité indispensable pour que le justiciable ait confiance dans la justice de son pays et pour que la justice soit crédible? Bien de deux moyens, d'une certaine manière. D'abord en assurant ce qu'on pourrait appeler une indépendance organique, c'est-à-dire en conférant des garanties statutaires aux magistrats du parquet et notamment en déconnectant, et je parle pour la France, les attributions du ministre de la Justice de tout pouvoir de nomination, notamment au poste de responsabilité du parquet. Et en France, le problème se pose aujourd'hui, puisque peut-être cette année, franchira-t-on le cap de cette déconnexion entre la nomination au plus haut poste du parquet et du pouvoir politique. Les procureurs généraux et les procureurs de la République pouvant peut-être être nommés sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature et les autres magistrats du parquet sur la proposition du ministre de la Justice avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là. Il y a des garanties plus importantes, mais on n'est pas dans cette déconnexion qui assurerait une garantie plus importante. Deuxième moyen, au-delà de l'indépendance organique, statutaire, il y a l'indépendance fonctionnelle. Dans la réalisation de ces missions quotidiennes, il est important que les magistrats du ministère public aient une autonomie, ce qui ne veut pas dire forcément la suppression du principe hiérarchique ou de l'indivisibilité des membres du ministère public, qui est l'ossature du fonctionnement des parquets, mais cela veut dire la liberté de parole à l'audience, que nous connaissons la plupart d'entre nous, la prohibition des instructions individuelles du garde des Sceaux et des instructions individuelles d'un procureur général à l'égard de son procureur, à condition qu'elles soient écrites et versées au dossier de la procédure, c'est-à-dire en toute transparence. Donc voilà ce que l'on peut dire d'une manière très brève, parce que je ne veux pas trop insister. Cette notion d'impartialité, elle est fondamentale. Mais au-delà des garanties statutaires, qui ne sont pas dans l'intérêt du magistrat, mais dans l'intérêt de la justice, et pour que le justiciable ait confiance dans sa justice, et au-delà des garanties statutaires et de l'autonomie fonctionnelle des membres du ministère public, qui sont essentielles, mais qui ne sauraient pas suffire à assurer l'impartialité de ses membres. Il y a aussi la nécessité d'une éthique rigoureuse. Et je voulais juste vous citer, pour terminer, un propos d'une avocate générale honoraire de la Cour de cassation, qui a été aussi inspecteur général adjoint des services judiciaires en France, Madame Comaret, et qui indiquait, c'est une phrase très belle et que je raconte souvent à mes étudiants, l'indépendance ne découle pas seulement du recrutement ou des garanties professionnelles, c'est un effort constant que les magistrats doivent exercer sur eux-mêmes. L'indépendance suppose une distance, non seulement à l'égard du pouvoir politique, mais aussi à l'égard de tous les pouvoirs, de toutes les formes de pouvoir, et on pourrait rajouter une distance à l'égard de ses propres préjugés, de ses propres présupposés, de ses préjugés politiques, sociaux, syndicaux ou religieux. Voilà ce que je voulais vous dire en exergue, mais je crois que les uns et les autres, tout à l'heure, allons parler plus précisément de thèmes qui concernent cette indépendance du ministère public, qui est
devrait être assurée dans l'intérêt du justiciable, encore une fois.